Bonjour à tous, c'est Zimbabwe, sortez vos cahiers, aujourd'hui on se retrouve pour le 12 mai. Alors le 12 mai c'est officiellement, pour le calendrier républicain, le jour de la bourrache. Le bourrache, qu'est-ce que c'est? Une plante. Elle produit une huile dont les propriétés sont appréciées. Super. Et c'est une plante qui apparaît dans un film, Le Retour de Don Camillo. Pépone, le maire du village, donne une tisane de bourrache faite par sa femme Don Camillo pour guérir sa grippe. Alors, qu'est-ce que c'est que Le Retour de Don Camillo? Un film franco-italien tiré d'un roman de Giovanni Guaraldi. Voilà, donc c'est une suite, très bien. On a un film qui a été tourné dans une commune italienne. Principalement, dommage, on n'a pas beaucoup d'informations dessus. Donc voilà, avec la création du personnage de Don Camillo, il devient l'un des auteurs les plus lus dans le monde. Giovanni Guarecci, qui est aujourd'hui mort malheureusement. Euh, donc Don Camillo, c'est le nom d'un personnage de fiction créé en 1948, héros d'une longue série de nouvelles humoristiques dont les célèbres jeux verbales et parfois musclés qui opposent Don Camillo et Pepone. Don Camillo, le curé du petit village italien de Brescello, donc où a été tourné le film, donc qui existe vraiment du coup, voilà, où il se livre à une guerre d'influence contre Pepone, le maire communiste. Ah. Don Camillo discute souvent avec la statue du Christ de son église, qui lui répond généralement que sur un ton humoristique. Rivaux mais unis par une forme de sympathie réciproque, Don Camillo et Pepone, qu'on a un religieux et un communiste, vivent des aventures souvent picaresques, donc plein d'aventures totalement folles, qui se traduisent parfois par des affrontements physiques dans une longue série d'histoires, au ton le plus souvent ironique, mais parfois plus sombre. Gorecci, militant anticommuniste, entendait tourner en dérision la situation politique de son pays et le poids du Parti communiste italien. C'est vrai qu'ils étaient très forts, les partis communistes italiens. Les nouvelles mettant en vedette Don Camillo furent publiées dans les hebdomadaires Candido, et donc très très bien. Et donc il y a eu une adaptation au cinéma. La popularité du personnage a été telle que la marque de pâte Panzani crée le personnage de Don Patillo, chargé de symboliser les produits dans une série de publicités. Waouh, pas mal du tout. On va parler du Parti communiste italien. C'est vrai que c'était un parti qui a été très populaire, hein. Bon, il a commencé donc dans les années 20, c'était quand l'Union soviétique a été créée, quoi, avec le triomphe du communisme en Russie. Donc, et du coup, ça a créé l'URSS. Mais le problème, c'est qu'il a été dissous par Mussolini. C'est vrai que l'Italie aurait pu devenir communiste au début des années 20, vu que c'était un peu la crise, les gens ils avaient la haine parce que l'Italie n'avait pas gagné à la Vénétie. Parce qu'il faut savoir qu'en 1914, l'Italie était avec les forces, avec les méchants, quoi, avec les Allemands et les Austro-Hongrois. Mais comme la France et les États-Unis ont promis à l'Italie d'avoir la Vénétie, donc des territoires austro-hongrois, et l'Italie a décidé de changer de camp. Donc c'est là qu'il y a eu un célèbre. Enfin, c'est pour ça que souvent on se moque des Italiens en disant qu'ils n'arrêtent pas de changer de camp. En réalité, c'est parce qu'ils ont changé de camp durant la Première Guerre mondiale. Et donc les Italiens ont gagné la guerre, mais au final ils n'ont pas eu les territoires promis. Du coup ils sont trop enragés quoi contre les démocraties. Et du coup ils sont devenus fachos avec lui, Mussolini. Donc voilà, après. Donc le parti se recompose ensuite à l'étranger, s'applique face à la partie contre la lutte du régime fasciste, surtout dans la guerre civile de 43-45. Après la chute du fascisme, le Parti communiste italien joua un rôle majeur dans la naissance de la République italienne et la réduction de la Constitution. C'est vrai qu'on n'était plus dans une monarchie, parce qu'avant, l'Italie était une monarchie depuis 1860. Et maintenant, il n'y avait plus de droit. En 1947, son adhésion au Comintern provoqua son exclusion du gouvernement et son passage à l'opposition, dans laquelle il sortit brièvement qu'à la fin des années 70. PCI, ouais, puis après, dans les années 80, il allait mal, quoi. Donc ça, c'est quand même très important, quoi, parce que on pourrait imaginer une Italie qui devient communiste dans les années 20, et ce serait quand même très différent que d'aujourd'hui, hein. Il y a plein de pays qui ont failli devenir communistes dans les années 20. Donc il y a l'Italie, il y a l'Espagne, il y a eu l'Allemagne en 1919. Enfin, on peut même dire la France aussi. Puis la France, en France, on a eu le Front populaire en 1936. Bon, c'était pas des fachos, mais quand même, ils étaient bien. Enfin, c'était pas des communistes, mais ils étaient quand même bien à gauche. Ouais, parce qu'il faut savoir qu'en 1936, hein, l'Italie, elle est fasciste, l'Espagne, elle est en guerre, l'Allemagne, elle est nazie, l'Angleterre, il y a le roi qui meurt, et le nouveau roi est pro-nazi, et en France, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on élit des mecs de gauche, et puis on a des semaines de congés payés, on a une réduction du temps de travail, tout va bien en France. Et ça, c'est quand même très beau. Bon, évidemment, je caricature un peu, hein. Journée des barricades, soulèvement parisien mené par le Conseil des 16 et par le duc de Guise contre le roi Henri III. Mais c'est parfait parce que là, hier, c'était donc Henri III qui devenait roi de Pologne, et là, on a un événement sur Henri III, mais pas le même.
Durant la 8e guerre de religion, bah oui, les guerres de religion, c'était partout en France, hein, vraiment, c'était un... Avec le protestantisme, vraiment, la France était très faible à cette époque-là, hein, jusqu'en 1600. Il faudra attendre Henri IV pour que ce soit, enfin, le XVIIe siècle pour que ça aille beaucoup mieux, mais le XVIe siècle a été chaud pour la France. Voilà, ils avaient 45 ans pour le développement des clivages. À la fin du règne d'Henri II, le conflit se politise, commence en 1562. Guerre de Légion trouve un prolongement, ouais, jusqu'à l'arrêt des persécutions sous Louis XVI. Donc le massacre, très célèbre massacre de la Saint-Barthélemy. Ah, là-bas, ça devait être un mariage, puis bon, ça a dérapé. Il y a Charles IX qui a dit tuez-les tous pour qu'il n'y en ait pas un pour me le reprocher. Bon, évidemment, je caricature un peu comme d'habitude, hein. Plus l'agence des pays voisins, bah super, merci Élisabétain là, avec ton thé. Je sais pas si elle buvait du thé, mais je sais pas, ça me fait rire. Tension s'exacerbe, le conflit, première guerre de religion, deuxième guerre de religion, vous vous rendez compte, 8 guerres de religion, voilà, donc là on a Henri de France, duc d'Anjou. Bah, en fait, je sais pas qui c'est. En fait, ils se ressemblent tous. Voilà, je l'ai confondu avec Charles IX. Donc Charles IX, voilà. Pendant les festivités qui suivent le mariage de Marguerite de Valois avec le roi de Navarre, Henri de Bourbon, tentative d'assassinat, les protestants venus en grand nombre pour le mariage réclament vengeance. Aujourd'hui encore, les historiens n'ont pas obtenu de source possible pour déterminer les raisons du massacre. Donc des tensions, et donc le massacre du Saint-Barthélemy, Tuerie dégénère en massacre populaire le jour suivant, et fait quelques 3000 morts à Paris. Tuerie s'étend en plusieurs villes de province, le culte protestant est interdit, les réformes encouragées, voire forcées à se convertir, le conflit est relancé. Et donc ça crée un fossé royal entre, non, un fossé entre le pouvoir royal et les protestants. Waouh, waouh, waouh. Et donc là on est à la 8e guerre de religion. Donc Henri III n'a pas d'enfant et il est douteux qu'il en ait un jour. Ça, comment ça se fait qu'il n'avait pas d'enfant, Henri III? Bah, il y avait des rumeurs qui disaient qu'il était homosexuel parce qu'il traînait souvent avec des jeunes hommes qu'il appelait ses mignons, mais de toute façon, il y a pas mal de rumeurs d'homosexualité pour les rois de France, hein. Il y en a eu aussi pas mal pour Louis XIII, aussi même pour Louis XIV, donc après c'est comme ça. Et aussi évidemment pour Philippe Auguste, dont ça j'en avais déjà parlé. La maison de Valois est menacée de disparaître, puis l'extension des capitales directs, le règle de succession avec celle de la progéniture mâle qui exclut les filles et leurs descendants de toute prétention au trône. Succession légitime devient le chef du parti protestant de Navarre. Très bien. En fait, encore une histoire de succession, hein. C'est juste parce que le type il a pas d'enfant, vous vous rendez compte? Il est convenu que le successeur d'Henri III serait le cardinal Charles de Bourbon, oncle du futur Henri IV. Henri IV qui fut vraiment le successeur d'Henri III. Très bien, très bien, très bien. La guerre recommence. Et donc, grisé par sa victoire, donc il y a Guise qui humilie le roi, qui doit brûler la capitale, le liqueur. J'aurai des barricades, il déclare en faveur de la Ligue d'institutions nouvelles. Le roi profite de la réunion des États généraux à Blois pour faire assassiner le chef de la Ligue, le duc de Guise, son frère, le cardinal Louis de Lorraine. Ouais, il était vraiment très puissant, le duc de Guise, à cette époque-là, hein. Bon, après, faut faire attention, parce que des ducs de Guise, il y en a eu beaucoup, hein. C'est un titre, donc c'est comme Michel, roi de France. Enfin, ouais, vous voyez, il y a eu plusieurs rois de France, donc si vous dites le duc de Guise, bah précisez qu'il s'appelle Henri. Et après, enfin, dites voilà, troisième duc de Guise, parce que des Henri, il y a dû en avoir d'autres. Et du coup, on a Henri IV qui arrive, qui baisse plein de meufs, hein, parce que lui, il aimait bien, il avait beaucoup de maîtresses en Henri IV, hein. Et bah, bref, qui remet la stabilité dans le royaume. Et vraiment, Henri IV, c'est un roi considéré comme un roi de qualité, quoi, un des meilleurs rois de France. C'était un peu genre le papy sympa qu'on aime tous. Et donc la pacification, puis ensuite, donc il y a l'édit de Nantes, tout ça, et donc tout va bien. Tout va pour le mieux. Mais bon, après, ça va redégénérer, hein, vous inquiétez pas. Donc, qu'est-ce qu'on a? La République de Venise prend fin. Donc, la conquête de la ville. Donc, Venise. Donc, Venise par donc les troupes napoléoniennes. Et donc, Ludovico Manen, le dernier doge, est contraint d'abdiquer. Donc, qu'est-ce que c'est que Venise, déjà? Alors, Venise, c'est une ville en Italie. Bah, tiens, on va encore parler des villes en Italie, pourquoi pas. Donc, là, qui est vraiment bien au nord-est. Donc, avec donc, une agglomération d'1 million d'habitants, voilà. Pas forcément vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup peuplée, mais principalement connue pour être une ville magnifique, quoi, voilà, qui est sur l'eau. Même si aujourd'hui Venise est contraint, enfin, de gros problèmes avec déjà la montée des eaux et en plus tout ce qui est le tourisme, vraiment, le tourisme c'est une horreur à Venise, c'est vraiment très grave, très dommage. Ville portuaire, nord-est de l'Italie, capitale de la région de la Vénétie, donc voilà, la fameuse Vénétie, évidemment, hein, voilà, c'est ici la Vénétie.
Histoire. Vénétie fut le théâtre de plusieurs batailles pendant la Première Guerre mondiale. Donc elle fut rendue à l'Empire d'Autriche, donc en 1815, après Napoléon, en conséquence de la Troisième Guerre d'indépendance italienne. Et la Vénétie fut cédée à l'Autriche par l'empereur Napoléon III, qui la rétrocéda à son tour à l'Italie. Mais putain, fallait la garder, mais lui, il est vraiment trop con, lui. Il a beau, lui, Napoléon III, il a beau avoir fait quand même de bonnes choses à l'intérieur de la France, en termes de modernisation, tout ce qui est donc le, tout ce qui est le truc avec Haussmann à Paris, les chemins de fer, c'était magnifique, mais à l'extérieur, franchement, Napoléon III, sa politique extérieure, c'était pas ouf, hein, je crois qu'on le voit à chaque épisode. Donc, plusieurs batailles pendant la Première Guerre mondiale, bataille de Vittorio Veneto, c'est la victoire italienne contre l'Autriche-Hongrie. Donc, ouais, donc là, on est pile à la fin de la guerre. Ah ouais, là, c'est coup dur pour les Austro-Hongrois. Et du coup, ça a même été la fin du pays. Vraiment, l'Autriche-Hongrie, elle a vraiment eu une fin très triste. De toute façon, l'Autriche, ouais, déjà, elle s'est fait battre par la Prusse en 1866. Déjà, c'était coup dur à partir de ce moment-là. Enfin, c'était un peu. Enfin, elle a une double monarchie, voilà, c'était pas fou, quoi. Ça se voyait que ça allait pas durer, quoi. Et du coup, elle s'est faite découper en plein de petits morceaux. Bon, revenons à Venise. Donc voilà, capitale de Vénétie, fondée, tatam. Son nom provient du peuple qui habitait la région avant le Xe siècle. Marco Polo, une des principales places commerciales d'Europe, notamment de la soie, des céréales, des épices, centre culturel majeur du XIIIe à la fin du XVIIe siècle, avec des peintres et tout. Donc la République de Venise. Donc quand Napoléon attaque la Venise, enfin Venise, c'était plus grand chose. Hein, parce qu'il faut savoir que l'Italie, elle a été unifiée que très tard. Hein, elle a été unifiée en 1860, hein, contrairement à la France. Donc c'était ça l'Italie. Bon, après c'est très beau, mais ouais, du coup c'était plutôt compliqué. En fait, quand on parlait d'Italie, on parlait d'une région géographique. Comme on disait, par exemple, l'Allemagne, c'était une région géographique, comme on va dire la Scandinavie aujourd'hui. Mais si, par exemple, les pays, donc la Suède, la Norvège, tout ça, ils s'unissent, et bah, du coup, la Scandinavie deviendra un pays et plus un truc géographique. C'est pour ça qu'on dit qu'en 1871, l'Alsace-Lorraine, elle était allemande, parce qu'elle était en zone géographique allemande, mais après, bah, les Français la considéraient comme plus comme allemande, parce que allemande, ça devenait une nationalité. Du coup, à partir de 1871, l'Alsace-Moselle n'est plus allemande. C'est quand même marrant dit comme ça a l'air, ça a pas l'air logique, mais d'un certain point de vue, ça l'est. Donc qu'est-ce qu'on a? Après, il faut bien se dire qu'aussi on est en 1797, donc Napoléon là pour l'instant il est pas empereur, il est pas consul, il est rien du tout. Hein, c'est juste un caporal très très puissant et très fort, parce que voilà, il était rien. Enfin, c'est avec la bataille d'Italie, la conquête de l'Italie où Napoléon a fait plein de super batailles, où il a gagné avec un tout petit, avec enfin en infériorité numérique, parce qu'avec des trucs hyper stratégiques. Que Napoléon en fait, il arrivait toujours à faire de bonnes manœuvres pour se retrouver en supériorité et ainsi battre l'adversaire. Donc à ce moment-là, Napoléon n'était pas enfin on dit les troupes napoléoniennes, c'était pas l'empire quoi, pas d'amalgame. Donc on a une bataille entre les républiques françaises et les Russes. Victoire française, bah super. Franchement de peau. Bon bah super, une bataille napoléonienne et bah non une bataille républicaine parce que là on est en 1799 donc la République est officiellement toujours là. De toute façon, c'est aussi compliqué hein, de faire des dissensions entre la République et l'Empire. Enfin, déjà, quand est-ce que déjà la Révolution française, elle dure de quand à quand? Parce qu'on pourrait dire qu'elle commence à peu près dans les années 1780, mais elle finit quand? Est-ce qu'elle finit au moment où la République est définitivement installée, donc 100 ans plus tard? Ou est-ce qu'elle finit donc au moment où il y a Napoléon, 10 ans plus tard? Ou elle finit alors, vous voyez quoi? Est-ce qu'elle finit en 1815 avec le retour de la monarchie? Est-ce que l'Empire c'est comprenez, c'est toujours très compliqué. Hein, la Révolution française, c'est un truc, mais vraiment, je crois que c'est une des périodes les plus compliquées de l'histoire de France, hein, assurément. Bon, bah on a peu vu grand-chose, mais on a bien creusé, hein, ça c'est toujours bien aussi. Donc, qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui? Le Parti communiste italien qui aurait pu gagner, mais qui est un loser de l'histoire, hein, c'est comme ça, pas comme le Parti communiste russe. Ensuite, on a Don Camillo, donc voilà, un personnage très intéressant, donc voilà, créé par Giovanni Guarecci, pour se moquer des communistes. Hein. Le retour de Don Camillo, donc voilà, c'est un autre film, voilà, donc qui fait une trilogie. La Bourrache, une plante de qualité. Donc les guerres de religion, le duc de Guise, bah, ça on avait déjà parlé hier, mais on retient donc les barricades, la Vénétie, une région qui était autrichienne mais qui est devenue italienne, Venise, une ville de qualité, la bataille de Bassigana, donc une victoire française contre les Russes, c'était magnifique,
C'était Simbabo, et si vous avez aimé, vous lâchez un pouce bleu. Je vous dis bisous.